Bonjour, on est déjà un petit peu en retard, donc je propose de démarrer. Vous avez peut-être vu il y a quelque temps, c'était à la une d'un magazine, hein, mon N+1 est un con, c'était voilà, assez cash. De l'autre côté, je vous propose une citation d'un philosophe. Dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible d'en faire perdre. Et une des propositions de cette conférence, c'est de se dire qu'il y a peut-être un lien entre ces deux choses-là. On va explorer ça. Donc je vous rappelle rapidement les hashtags, si vous voulez faire du bruit sur Twitter. Merci aux sponsors hein, qui nous permettent d'être là, de bien manger le midi, d'avoir le café, enfin tout ça. Je m'appelle Christophe Kéromen. Je suis donc catalyseur, ou j'essaye d'être catalyseur d'agilité, c'est-à-dire de faire que quand j'arrive quelque part, il y a un peu plus d'agilité quand j'en repars. L'information importante ici, on m'a laissé le fauteuil, donc vous ne voyez rien de ce qui se passe en bas, mais je pense que vous avez l'information sur les deux écrans là. C'est l'URL qui est là, puisque les slides que je vais vous montrer, vous pouvez déjà les trouver sur mon compte SlideShare avec mes autres présentations. Donc pas besoin de prendre des notes de tout ce que je vais vous raconter. Et puis un petit coup de pub, j'ai écrit plusieurs bouquins, celui-là c'est le dernier, c'est un petit bouquin de 80 pages pour raconter l'agilité à votre beau-frère, à votre belle-mère, enfin voilà, donc à des gens qui n'y connaissent rien en parlant du sport. Le sujet de cette conférence, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on dit du management en dehors du monde de l'agilité? Parce qu'on est habitué, en fait, depuis plusieurs années que l'agilité existe, depuis plusieurs années qu'on pratique l'agilité, on est habitué à le regarder d'un point de vue un peu auto-centré, et à partir de nous, l'agilité, puis de se dire les managers ne sont pas agiles. Vous voyez ce que je veux dire? On regarde à partir de notre point de vue. L'idée de la conférence, c'est de se dire, il y a des tonnes de bouquins qui sortent sur le management, donc que disent ces bouquins sur le management? Et la photo qu'on peut comme ça constituer, quel rapport elle a avec l'agilité? Donc c'est ce que je vous propose d'explorer sur un petit échantillon de bouquins. Au départ, j'en avais sélectionné 5, et puis je me suis rendu compte que ça faisait des milliers de pages. J'ai déjà énormément de mal à faire rentrer ça en 45 minutes. Donc ben, voilà, il y en a 2 dont je ne parlerai pas, mais je vous les conseille quand même. Ils sont vraiment intéressants à lire. Donc c'est 9 Lines About Work, qui est sorti cette année. Les décisions absurdes de Christian Morel, il y a 3 tomes. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement passionnant à lire. Et là aujourd'hui, je vais parler, comme on est vraiment à la bourre, au moins de 2, certainement de François Dupuis, et puis de Maya Bouvalet, puis on verra si on a le temps de traiter les faits et foutaises de Pfeffer et Sutton. Voilà le sujet. J'ai déjà donné cette conférence-là et j'ai eu ce feedback-là à la fin. C'est-à-dire que, voilà, là vous avez la version courte, c'est-à-dire je vous conseille de lire les bouquins. Et puis, si vous avez autre chose de mieux à faire, ben voilà, je vais parler de ça. Maintenant, je vais parler de ces livres-là. Donc, il n'y aura pas de surprise, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, je ne vais pas vous donner de pratiques agiles révolutionnaires, je vais juste vous parler des bouquins. Donc, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aller voir autre chose. Voilà, on va se concentrer maintenant sur ces 3 livres-là. Bah, je vous ai donné la réponse. Le petit machin rouge, là, j'ai appuyé trop vite, qui est quelque part dans notre cerveau, c'est peut-être ça la raison de tous nos problèmes. De tous nos problèmes d'agilité, de management, de société pas agile, et des choses comme ça. Alors, vous avez peut-être vu passer la réponse très vite. C'est quoi ce machin rouge qui est au milieu? Vous avez passé là, c'est l'amygdale, hein, c'est pas ce qu'on enlève dans la gorge. Pourquoi l'amygdale? Deuxième question. Voilà, siège des émotions. Et donc depuis quelques années, on réhabilite les émotions, on les reconsidère, et on a entendu le témoignage pour ceux qui étaient à la table ronde juste avant, de dire, moi je me fais coacher en tant qu'élu hein, sur l'intelligence émotionnelle, parce que c'est quelque chose de vraiment important. Là où c'était un sujet tabou dans le monde professionnel pendant des années et des années. Il ne fallait surtout pas montrer ses émotions. Or, l'être humain, en tant que mammifère, évolution partie d'un mammifère, est un être d'émotion. Et on sait maintenant, travaux de Damasio et choses comme ça, qu'on ne peut pas prendre de décision, par exemple, quand on est coupé de ses émotions. Donc c'est vital
pour le fonctionnement d'un être humain. Et malheureusement, ou heureusement pour notre survie, hein, parce que c'est l'évolution qui a fait ça, la principale émotion, c'est quoi? C'est la peur, parce que c'est ça qui nous fait survivre et qui nous fait détecter le danger et qui nous permet d'être là aujourd'hui. Si on n'avait jamais peur, on aurait été tous bouffés par les tigres à dents de sabre et puis on parlerait plus, il n'y aurait pas de problème réchauffement climatique et choses comme ça. Bon, peut-être que le monde s'en porterait mieux, mais en tout cas, voilà. La peur est là et la peur nous fait agir. Et donc, l'entreprise, c'est pareil. L'entreprise, c'est fait d'êtres humains, et d'êtres humains qui ont peur, et d'êtres humains qui vont être mus par leur peur. Et ils ont raison. Ils ont raison parce que le monde, c'est à peu près ça. Le monde est effrayant. Hein, depuis tout petit, on fait des cauchemars, on a peur parce que le monde, il n'est jamais comme on voudrait qu'il soit. On apprend ça très très vite. Du coup, comme ce monde qui est imprévisible, qui est inquiétant, qu'est-ce qu'on fait quand on est tout petit? On cherche un doudou pour se rassurer, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose qui nous appartient, quelque chose sur lequel on peut projeter notre réassurance, et quelque chose qui procure de la stabilité, et qui va être l'objet transitionnel, comme on appelle ça, sur lequel on va se raccrocher pour se rassurer quand tout change autour de nous. Quand nos parents, qu'on croyait des êtres merveilleux, qui ne pensaient qu'à notre bien-être, on s'aperçoit qu'en fait, ils s'engueulent, ils sont méchants, ils se mettent en colère. Enfin, Et puis, on a tous les contes, hein, toutes les choses. Voilà, ça devient un monde terrible. Et puis après, on grandit. Et quand on grandit, on a besoin d'autres doudous. C'est des doudous, tout ça. C'est juste des trucs dont on a besoin pour se rassurer. C'est des doudous de management. Et là-dedans, un des doudous les plus importants, plus on monte dans les couches managériales, plus on a besoin de doudous, parce que plus on a peur, hein, plus on a de responsabilités, donc plus on a de peur. Le doudou ultime, c'est le cabinet de conseil. C'est ce qui va rassurer le plus. Et voilà. Donc, penser, décider, ça mobilise l'angoisse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein, quand on a une décision à prendre, on ne peut pas empêcher notre fonctionnement interne de fonctionner déjà d'une manière hormonale. Et il y a tout un tas de mécanismes d'émotion qui se mettent en place. Et donc, on a besoin de se rassurer. Et je ne sais pas vous, mais moi, voir un consultant BCG ou McKinsey sous forme d'un gros nounours, comme ça, qui fait pom, 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 ça me détend. Donc, des doudous. Un exemple de doudou, les chiffres. Ah, les chiffres, c'est rassurant. Les chiffres, ça ment pas. C'est quelque chose qui est stable. D'accord? C'est un doudou. Exemple. Aux États-Unis, entre 1990 et 2010, la production de miel a été statistiquement inversement proportionnelle au nombre d'arrestations d'adolescents en possession de cannabis. Ce sont des chiffres. C'est vrai. D'accord? Donc on peut élaborer là-dessus. Plus on produit de miel, moins les jeunes se droguent, ou moins ils se font choper. Donc pour diminuer la drogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Soutenons les apiculteurs. Quel est le problème là-dedans? On confond causalité et corrélation. C'est-à-dire deux choses qui se produisent en même temps. Mais ça, on fait ça, là, c'est drôle, c'est évident, mais on fait ça tout le temps. D'accord? Donc les chiffres en eux-mêmes, c'est rien. Ce qui est important, c'est les relations qu'on donne aux chiffres. Et ça, c'est uniquement de l'interprétation. Et là, les ennuis commencent. Donc un chiffre en tant que tel, il ne veut rien dire. Autre doudou, la science. Alors ça, c'est bien aussi. Approche scientifique. Kanban. Dans Kanban, on utilise une approche scientifique, donc c'est bien, forcément. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là. Personne? Lord Kelvin. Ça vous dit quelque chose, Kelvin? C'est le mec qui a inventé le degré Kelvin. C'est pas la moitié d'un con. Hein. C'est un gars, c'était une sommité à la fin du 19e siècle, un Anglais. C'était une référence. Et il disait, ça y est, on connaît tout. On a tout découvert avec la physique, donc physique newtonienne. Seul problème qu'on a, c'est qu'on a des instruments de mesure qui ne sont pas super précis, donc on pourrait s'améliorer et améliorer notre précision de mesure. C'est juste ce qui reste à faire en physique. Et il disait de manière un peu poétique, la connaissance en physique, c'est comme un grand ciel bleu, il y a juste
deux petites images, parce qu'à l'époque, il y avait deux petits trucs qu'on n'arrivait pas à expliquer. Ces deux petits trucs, parce que quand même les scientifiques sont des gens un peu tenaces, ils ont travaillé dessus, et il y en a un, ça a donné la relativité générale, et l'autre, ça a donné la physique quantique. Juste deux petits trucs comme ça, qui ont complètement révolutionné la manière dont on regarde le monde. Donc, à un moment donné, on a l'impression que tout est dit, on connaît tout, on creuse, et puis on s'aperçoit qu'en fait, il y a de l'incertitude partout, il y a de l'incertitude dans le monde. On sait maintenant fondamentalement qu'on ne peut pas décrire le monde avec certitude, et on ne peut pas non plus le décrire mathématiquement sans avoir recours à des affirmations qu'on ne sait pas démontrer, ce qu'on appelle les théorèmes de Gödel. Avec ça, le monde devient quand même un peu plus inquiétant qu'il n'était avant. Pour Kelvin, c'était assez rassurant. Pour nous, c'est moins facile. Est-ce que vous connaissez ce mouvement-là, agnostique agile? Qui connaît? Ok. Donc maintenant tout le monde connaît, puisqu'on en parle là. Qui est signataire? 2. Donc voilà, il y a une marge de progrès assez importante. L'idée, c'est de dire que l'agilité, ça ne s'arrête pas au manifeste agile en 2001, que Scrum, c'est un truc qui date des années 90, qui est quand même un peu vieillot, il faut dire ce qui est, et que ça continue à évoluer parce que le monde évolue. Et donc il y a aujourd'hui de nouveaux mouvements qui parlent d'agilité, comme Agnostic Agile, et j'adore ce principe 11 de ce mouvement-là qui dit il y a plus dans l'agile qu'agile. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'il faut aller chercher ailleurs. Il faut regarder ce qui se passe en psycho, il faut regarder ce qui se passe en sociologie, on en reparlera tout à l'heure, en organisation, enfin voilà, il y a plein de sujets à explorer. Donc cette conférence, ce n'est pas sur ce qu'il faudrait savoir, mais c'est sur ce qui n'est plus adapté de croire, parce que aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut regarder un petit peu différemment. Premier bouquin pour parler de ça, donc première exploration de ce qu'il y a au-delà d'Agile, c'est la sociologie, François Dupuis, qui a écrit en particulier 2 bouquins qui nous intéressent aujourd'hui, Lost in Management en 2011 et La faillite de la pensée managériale en 2015. La sociologie, c'est, je ne sais pas vous, mais moi je ne connaissais pas absolument ça dans mes études précédentes. J'ai fait ingénieur, classe prépa, comme ça a été évoqué là, c'est là que j'ai perdu mes cheveux, c'était terrible. Donc c'est l'étude des êtres humains dans leur milieu social, la science de l'observation de la société, des phénomènes sociaux, et en particulier, ça va regarder 2 choses. Ça va regarder l'organisation du travail, et ça va regarder les interactions entre individus. Ça semble quand même un truc qui pour un agiliste, résonne assez fortement. Et on pourrait même se dire qu'au lieu de faire des formations à Scrum, un agiliste, il ferait mieux de faire de la sociologie. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà, on peut militer pour ça. Prochaine certification en sociologie 2.0, c'est quelque chose qui viendra peut-être. François Dupuis nous dit, bon, voilà, contrôle, reporting, processus, centralisation, c'est la méthode habituelle du management. Pour nous, pas de découverte là-dessus, on connaît bien ça. Ce qu'amène la sociologie, c'est l'idée de se dire que penser comme ça, c'est nier en fait la réalité du monde du travail. Que dans l'organisation, il y a une chose qui est super importante, c'est le pouvoir. Que ce pouvoir, il se joue justement dans tout ce qu'on appelle les zones d'incertitude. C'est-à-dire les endroits où c'est un peu gris, les endroits où c'est flou, les endroits où on n'a pas de matrice, vous savez, qui décrit exactement les racis, les choses comme ça. Parce que c'est là que les acteurs trouvent leur marge de liberté. Et donc, qui dit marge de liberté, dit faculté d'adaptation, dit compétence d'innovation. Autrement dit, la meilleure solution pour empêcher toute adaptation, toute innovation, c'est d'éliminer les zones d'incertitude, c'est-à-dire de renforcer le contrôle, les processus, toutes ces choses-là. La sociologie travaille énormément là-dessus. C'est une science jeune, ça date maximum fin du 19e, mais surtout 20e. Donc la sociologie recommande le flou pour la coopération, recommande même la confrontation entre les acteurs, plutôt qu'une standardisation à 100%. Un bel exemple de ça, c'est ce qu'on appelle je termine juste ça, la grève du zèle. La grève du zèle, c'est quand on applique
tous nos processus, toutes nos règles, toutes nos méthodes, et bien là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui marche. Donc ça, c'est l'exemple ultime. Quand on est extrêmement contraint, en fait, la machine se grippe et n'arrive plus à fonctionner. Je vais juste être désolé, je ne vais pas pouvoir prendre de questions maintenant, parce qu'autrement, je n'arriverai pas à couvrir. S'il nous reste un peu de temps à la fin, on les prendra ensemble, ou sinon en individuel. La sociologie nous dit aussi que ce qui fait marcher une entreprise, c'est pas l'organigramme. L'organigramme, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sait décrire, mais ce qui fait réellement marcher l'entreprise, c'est ce que la sociologie appelle l'organisation, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les interactions informelles. C'est tout ce qui est machin aime bidule, machin ne supporte pas truc, on est de la même école, on joue au tennis ensemble, on fait partie du même club de franc-maçonnerie, ou bien on a des relations amoureuses, ou bien on est de la même famille. Vous voyez, tout ça, c'est ce que la sociologie appelle l'organisation réelle. Et quand dans une entreprise, on fait une transformation, vous savez, du type modèle Spotify ou machin, François Dupuis nous dit, tant qu'on n'a pas changé ce que font les gens réellement, on n'a rien fait, sinon du maquillage. Il y avait un témoignage ce matin, vous étiez peut-être là, sur Scrum, Kanban, d'une personne de, je ne sais plus si c'était de Toronto, qui expliquait qu'ils avaient fait du Rapid Application Development, ils avaient fait du Scrum, ils avaient fait du Kanban. C'était toujours pareil. Pourquoi? Parce que la manière dont l'organisation fonctionnait, tout ce qui se passe par-dessous, continue à fonctionner exactement comme avant, malgré les changements officiels de structure. Donc ça, c'est ce que raconte François Dupuis dans ces bouquins-là. Et quand il parle de faillite de la pensée managériale, je vais vous illustrer ça par un exemple. J'ai reçu dans ma boîte mail, je vous promets que c'est vrai, voilà, je cite l'entreprise derrière, j'espère qu'il n'y a pas de personne de cette boîte-là, parce que je ne vais pas forcément faire de la pub, qui se présente comme étant le blog de référence pour les managers, les cadres et les agents de maîtrise. Donc c'est les gens qui vont amener les éléments de pensée à cette population-là. Il proposait un débat. Le salaire doit-il être proportionnel à la rentabilité d'un collaborateur? Quelque chose dont on parle énormément, évaluation de la performance, comment est-ce qu'on rend l'évaluation proportionnelle à la performance du collaborateur. Comment c'était présenté dans le mail? Eh bien, on fait un débat, donc comme on le fait maintenant d'un point de vue sociétal partout, dans les radios, dans les télés, etc., on invite 2 experts. Et pour qu'il y ait un peu d'animation, vous vous souvenez, il y avait une émission de télé comme ça avec les grandes box, je sais pas, entre deux en politique. C'est pareil, on va prendre quelqu'un qui est pour le oui et quelqu'un qui est pour le non. Et on va confronter les idées. Je suis allé voir, je suis allé regarder le truc. Alors c'est assez passionnant, effectivement, parce que le gars qui est pour le oui, il dit bah, voilà, c'est un sujet auquel je suis assez sensible. Pour moi, il semble normal, je suis absolument convaincu. Et ça se traduit nécessairement par une meilleure performance de l'entreprise. Waouh! On regarde les arguments de l'autre. Pour moi, ce qui est vraiment important, je suis convaincu, elle aussi, à mon avis, ce serait une erreur. Voilà le dialogue d'idées que nous propose le blog de référence pour les managers. Autrement dit, moi je suis pour parce que je pense que ça, et moi je suis contre parce que je pense que ça. Et tous les deux sont extrêmement convaincus, ils ont extrêmement raison d'être convaincus, mais c'est le niveau 0 du débat. On n'a absolument rien appris une fois qu'on a regardé ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a posé aucune des questions intéressantes. D'ailleurs, la conclusion de l'article est savoureuse. En somme, entre neutralité et facteur humain, la question de la rémunération est délicate. Passionnant. Bon voilà, ça c'est... donc les questions, effectivement, c'est est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des études? Là, on commence à traiter les sujets effectivement en profondeur, mais ça, on n'en parle pas. C'est ce que Dupuis appelle la faillite de la pensée managériale et qui est entretenue par tout un écosystème de magazines, de sites web, de parutions, etc. Rappelez-vous, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. Donc les transformations, on dit souvent que les transformations échouent, on a entendu ça dans quelques conférences aujourd'hui, enfin moi je l'ai entendu en tout cas. Donc le souci, c'est que d'un côté, on a des dirigeants qui lancent des transformations et qui fonctionnent suivant une illusion qui est celle de la rationalité unique. C'est-à-dire qu'on va expliquer pourquoi il faut se transformer de cette façon-là, c'est rationnel, c'est logique. Et donc, si on l'explique à nos collaborateurs, comme ils sont intelligents, ils sont rationnels, ils vont faire ce qu'on leur a expliqué de faire.
Puis après, on est tout surpris parce qu'ils ne font pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que justement, donc ça, point de vue sociologique, c'est les travaux d'Herbert Simon, qui a eu un prix Nobel d'économie pour ça il y a aussi quelques années. C'était une des questions qui a été posée. Pourquoi c'est si long? Bah oui, ça prend du temps. Et lui, il a établi ce concept de rationalité limitée des acteurs. C'est-à-dire que bah, moi, dans mon cas personnel, en ce qui me concerne pour moi, bah, je n'ai pas du tout la même rationalité que celle du dirigeant de l'entreprise. Moi, je vois les choses qui me concernent, je vois ma satisfaction immédiate à court terme et j'agis en fonction de ça. D'une manière tout à fait rationnelle, mais limitée à mon propre ego. Et ça, bah, qu'est-ce que ça produit? Ça produit l'échec des transformations et, excusez-moi, hop, non, bah, il n'est pas là. Ça produit ce qu'on appelle la résistance au changement. C'est-à-dire que le fait qu'on ne considère pas simplement ce que les gens estiment être leur bénéfice immédiat, et non pas le bénéfice rationnel auquel ils pourraient adhérer par des discours de conviction. Deuxième bouquin, fait et foutaise dans le management en français, je préfère nettement le titre anglais, qui est Hard Facts and Dangerous Half-Truths, et qui produit du total nonsense. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans plusieurs des bouquins, on a les notions d'absurdité. Nonsense, c'est l'absurdité. Donc c'est l'idée comment le management produit de l'absurdité. L'idée du bouquin, Hard Facts et Dangerous Half-Truths, donc ce sont deux universitaires de Stanford, c'est que le management fonctionne avec beaucoup de demi-vérités. Qu'est-ce que c'est une demi-vérité? Ben, c'est l'idée que ce n'est pas quelque chose qui est complètement faux, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est complètement vrai. Dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer partout de la même façon. Et ça, le management adore penser qu'il y a des vérités qui vont s'appliquer partout et de la même façon. En anglais, c'est ce qu'on appelle le fameux « one size fits all ». Et ça, c'est la catastrophe de toutes les transformations. Pensez qu'on va acheter un framework qui a été établi une fois pour toutes et qui va régler le problème de toutes les entreprises qui sont extrêmement différentes. Pensez qu'on va prendre un modèle Spotify qui a été à un moment la concrétisation pour une boîte qui fait du streaming musical pour 200 personnes et qu'on va l'appliquer chez Renault qui fait des véhicules avec des milliers de personnes, par exemple. C'est exactement ce genre de pensée-là. Donc c'est l'idée que ces demi-vérités, en les transformant en vérité inconditionnelle, vont produire de l'absurdité. Pour s'en protéger, les auteurs conseillent de s'en remettre aux hard facts, c'est-à-dire aux évidences, aux études, à ce qu'on peut observer, et puis au bon sens. Donc il va falloir aller chercher les hard facts. Premier exemple, les réunions. Ce genre de réunions-là, je pense que vous les connaissez, hein, une grande table, des ordinateurs, des gens qui s'emmerdent, et puis finalement pas grand-chose qui se passe, et puis à la fin de la réunion, on se dit tiens, on fera une réunion pour décider la prochaine fois de ce qu'on n'a pas pu décider là. Il y a des études qui ont montré de manière récurrente que pour des réunions de ce type-là qui font moins de 20 minutes, il était beaucoup plus avantageux de pratiquer des réunions comme ça, c'est-à-dire debout. Attention! C'est une demi-vérité. Si vous pratiquez ce genre de réunion debout, vous allez gagner 34% de temps avec la même qualité de décision si vos réunions font moins de 20 minutes. N'allez pas en faire une vérité universelle, à dire toutes les réunions de 2 heures doivent se faire debout parce qu'on nous a dit que c'était plus efficace comme ça. Conclusion de ça, on ne fait pas du stand-up meeting en agilité parce que c'est agile. On fait du stand-up meeting parce qu'il y a des hard facts qui nous disent que c'est intéressant parce que ça permet de gagner du temps, c'est plus efficace. C'est ça la notion de hard fact. Autre concept intéressant, celui de benchmarking. Donc les entreprises adorent le benchmarking, c'est-à-dire on va regarder chez le voisin ce qu'il fait, préférence un voisin qui a du succès, on copie, on imite et on ramène ça chez nous. Donc je vais voir mon médecin, sympathique, hein, il m'inspire confiance, il a plein de diplômes, machin. Je dis voilà, j'ai un problème, docteur, il dit pas de souci, asseyez-vous, je vais vous opérer de l'appendicite. Pourquoi? Bah parce que le dernier patient que j'ai opéré de l'appendicite, il va vachement mieux. Qu'est-ce que je fais? Je pars en courant. Quand vous allez voir un consultant agile, pourtant, qui vous dit bah, on va faire du Scrum, on va faire du Safe, on va faire du Kanban, c'est exactement la même chose. Et là, le manager ou le décideur, il ne part pas en courant. Pourquoi? Quelle est la différence? Pour illustrer ça, dans le bouquin,
Donc ces pratiques, souvent on les copie parce que c'est les plus faciles, c'est les plus évidentes, c'est un peu comme la structure tout à l'heure versus l'organisation. Pour illustrer ça, dans le bouquin, il parle de la compagnie Southwest, vous savez, compagnie américaine de transport aérien intérieur, qui a eu pendant quasiment 50 ans des bénéfices, dans un secteur où c'est très, très compliqué, où c'est très variable. Donc toutes les autres compagnies la regardaient en disant comment ils font. Donc il y avait des signes extérieurs. Par exemple, voilà l'uniforme des hôtesses de l'air chez Southwest. Et Southwest, c'est une compagnie low cost. Donc en 91, United Airlines, qui était très jaloux de Southwest, a décidé de faire pareil. Donc on va habiller nos hôtesses de l'air comme ça, on va acheter les mêmes avions, on va supprimer la restauration à bord, on va faire des rotations rapides. Bon, on copie tout ce que fait Southwest. Résultat, quelques années après, Southwest augmente sa part de marché en Californie, et pas seulement, puisqu'en 2010, en rachetant tous les autres, en fait, ils deviennent le premier transporteur aérien américain. En parallèle, Shuttle United a cessé son activité, donc la branche low cost, en 2001, c'est-à-dire un an après, et United, la maison mère, s'est déclarée en banqueroute en 2002. Benchmarking, ça ne marche pas toujours. Pourtant, je ne sais pas si vous connaissez cette photo-là, Air France lance il y a 2 ans, Joon, low cost, avec des trucs sympas pour le personnel navigant, on supprime la restauration à bord, on prend Air connu, et même résultat, c'est-à-dire qu'un an après, on arrête parce que les clients n'y comprennent plus rien. Qu'est-ce que c'est que cette Air France qui ne coûte pas vraiment moins cher, mais qui ne procure plus aucun service, et donc qui nuit en fait à l'image de marque de la compagnie. Donc un dirigeant avisé qui a préféré rester anonyme, cité par les auteurs du bouquin, dit bah, ouais, au lieu de copier ce que les autres font, on ferait mieux de copier ce qu'ils pensent, parce que c'est là la clé. Par exemple pour Spotify, c'est exactement le sujet. Southwest, ce qu'ils pensent, c'est exprimé dans leur logo, le cœur. Le cœur de leur réussite, pour eux, ce sont les salariés. C'est leur richesse, c'est le lien qu'ils entretiennent avec les salariés. C'est pour ça que, par exemple, après les attentats du 11 du septembre, merci, il n'y a eu aucun licenciement chez Southwest. Et donc ça crée un lien extrêmement fort avec les collaborateurs. Une autre entreprise qui est souvent copiée, et où on copie ce qu'ils font et non pas ce qu'ils pensent, c'est Toyota. Par exemple, je trouve assez intéressant de regarder la signification du logo Toyota. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous ai déjà posé la question, qui est un très joli logo. On a 3 ellipses. L'ellipse ici au milieu, elle représente l'utilisateur, le client. Donc quand on dit qu'on met le client au centre, chez Toyota, ce n'est pas simplement du discours, c'est concret, c'est au centre du symbole de la marque. Autour, ici on a le produit, la deuxième ellipse, qui vient donc à l'intersection du client. Et la troisième ellipse tout autour, c'est la vocation mondiale du constructeur. Dire comme histoire, c'est limpide, c'est beau, et ça porte les valeurs de l'entreprise. Un certain nombre de pratiques, voilà, qu'on va souvent copier comme ça, sans trop se poser de questions. On peut leur appliquer ce que nous conseillent les auteurs du bouquin, c'est-à-dire se poser la question, mais à quelle théorie obéit telle ou telle pratique? À quelle logique? Et les auteurs nous disent, si vous êtes incapable d'expliquer la logique ou la théorie qui sous-tend cette pratique supposée gagnante, peut-être qu'il vaut mieux s'abstenir. Parce qu'au mieux, ça sera inutile, et au pire, ça va peut-être provoquer des dommages collatéraux que vous ne soupçonnez pas. Il est quelle heure? Ouais, on va tenter celui-là. Les meilleures organisations ont des meilleurs collaborateurs, donc une demi-vérité. Par rapport à ça, donc, ça suppose de dire qu'on peut prédire du coup le comportement des individus. Et donc ça fait des siècles qu'on s'intéresse à essayer de repérer dans la salle qui sont les hauts potentiels. Par exemple, ça c'est un truc pour les RH, c'est vachement important, repérer les hauts potentiels, parce que ceux-là, on va les booster. Donc on a des classifications des individus depuis la nuit des temps, les flegmatiques, les sanguins, les colériques, peut-être des choses que vous connaissez, ça a prévalu pendant en 19e, c'est encore comme ça qu'on pensait. Et par exemple, jamais on embaucherait un flegmatique. Flegmatique, c'est gros, c'est lent, enfin c'est pas bon. D'accord ? Après, voilà, on a rajouté des choses plus scientifiques, plus organisées, machin, mais tout ça, c'est le même principe, c'est toujours essayer de prédire la performance individuelle. Après, vous prenez celui qui vous plaît là-dedans. En 77, ce monsieur-là, Lee Rose, qui est membre de la National Academy of Science,
a travaillé sur un biais cognitif qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Ce qui l'a intéressé, lui, c'est que dans une situation, quand un humain regarde une situation donnée, il a cherché à comprendre comment l'humain expliquait, donnait du sens à ce qu'il observait. Et en fait, ce qu'il a constaté, c'est qu'en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on regarde dans une situation donnée? Est-ce que vous avez une idée? On regarde les autres êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme nous, c'est ça qu'on connaît, c'est ça qu'on reconnaît. Et donc dans une situation donnée, on va donner une explication, on va rationaliser ce qui se passe en fonction du comportement des gens qu'on peut observer. On va dire, c'est un tel qui a fait ceci et donc ça a marché, ou c'est un tel qui a fait cela et donc ça n'a pas marché. Et on va au contraire minimiser tout ce qui dépend du contexte et de la situation. Alors qu'en fait, c'est ça qui a le plus d'importance. C'est ça qu'il appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Et donc en fait, il nous dit que malheureusement, ce n'est pas l'individu qui a du potentiel, c'est une situation bien plus que l'individu par lui-même. Donc je vous ai mis les références, hein, si vous voulez explorer ça. Pour ça, il a mené une expérience qu'il aimait beaucoup raconter à ses étudiants autour du fameux dilemme du prisonnier. Hein. C'est un jeu qui montre l'intérêt d'avoir des jeux à somme gagnante plutôt que des jeux à somme nulle où il y a un gagnant et un perdant. Dilemme du prisonnier, il faut coopérer pour pouvoir gagner. Je ne vais pas expliquer les règles ici, ce n'est pas le sujet. Mais lui, il a fait une variante, c'est-à-dire qu'il a pris un premier groupe auquel il a expliqué, vous allez jouer un jeu communautaire. Et puis il a donné les règles, il n'a pas changé les règles. Il a fait un deuxième groupe. Ce groupe-là, il a dit, voilà, vous allez jouer un jeu de loup, hein, Wall Street, et là, c'est le meilleur qui gagne. Il s'est arrangé, donc, en fonction des profils, des caractères des personnes, à mélanger les groupes. Qu'est-ce qu'il a observé? Qu'au bout du compte, les personnes à qui on avait annoncé qu'ils allaient jouer un communautaire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coopéraient 2 fois plus que les autres. Ce n'était pas une question d'individu. C'était simplement la manière dont on les avait programmés, dont on les avait conditionnés pour agir, qui incitait leur comportement. Donc dans une entreprise, beaucoup plus que le haut potentiel de l'individu, ce qui compte, c'est le climat, c'est le contexte, c'est la situation dans laquelle les individus interagissent et exercent. Donc la manière dont nous répondons à une situation dépend de notre perception subjective et non pas objective. On retrouve les travaux de Dupuy sur la rationalité limitée. C'est exactement le même genre de concept. Autre demi-vérité, les grands leaders contribuent à la performance de leur entreprise. Alors ça a des conséquences extrêmement importantes, puisque toutes les entreprises ont des programmes de développement du leadership. Après, dans la salle, il y a des gens qui sont peut-être heureux parce qu'ils sont justement fournisseurs ou partenaires de ces programmes-là, donc ils se font plein d'argent. Mais c'est un marché colossal. Certains chiffres, 14 milliards de dollars en 2014 aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, 50 milliards en 2018. C'est en plus un chiffre qui est comme ça. Donc si vous ne le faites pas encore, faites des programmes de développement du leadership, ça paye. Le problème, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Il y a une petite expérience qui est citée dans le bouquin que je trouve absolument passionnante. On a pris des étudiants donc, de MBA, donc des futurs leadership au potentiel, etc. Et on leur dit, voilà, vous allez manager un projet de création d'une publicité pour une montre comme ça de marque. Et le premier groupe, on leur a dit, on est désolé, vous savez comment ça se passe dans le management, on n'a pas de temps, vous ne pourrez pas faire du feedback, vous pouvez juste faire un petit brief initial et ensuite il y aura la production. Le deuxième groupe, on leur a dit, vous allez faire du feedback. Et puis après qu'ils aient fait leur feedback, on leur a dit, désolé, on n'a plus le temps, on ne pourra pas transmettre votre feedback à l'équipe de production. Et puis le troisième groupe, on leur a demandé le feedback, et puis on leur a dit, voilà, on a transmis le feedback à l'équipe de production. Ça va sur l'idée? Donc trois groupes avec trois conditions différentes. Après, vous connaissez les psychologues, ils sont pervers. Donc c'est complètement pipoté, parce qu'en fait, quelle que soit l'expérience, le produit identique a été fabriqué avant. Donc il ne dépend absolument pas du feedback donné par les managers. Vous voyez la manipulation derrière? Et donc après, ils ont posé la question aux managers d'évaluer la publicité réalisée et d'évaluer leurs compétences managériales, c'est-à-dire la manière dont ils avaient apporté de la valeur à la publicité. Et là, c'est absolument fascinant parce que
vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. Les managers du troisième groupe ont jugé à la fois la publicité et leurs compétences managériales 2 fois meilleures que les autres. Alors que on n'avait absolument pas tenu compte, en réalité, de leur avis. Voilà les gens pour qui on dépense 50 milliards de dollars aux États-Unis en 2018. Ils sont pas mauvais. C'est juste qu'ils ont des biais cognitifs. Et qu'ils ont beau être au potentiel, ils ont beau être MBA ou ceci, cela, ils ont ces biais cognitifs comme tout être humain qui est là dans la salle aujourd'hui, qui sont extrêmement intelligents. Et que donc faire confiance pour prendre décision à ces gens-là, qui surévaluent l'importance de leur contribution, qui surévaluent la qualité du produit final, c'est quand même un peu inquiétant. Un exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là, Thierry Bolloré, directeur général de Renault, qui a été viré en 11 octobre, plein de raisons politiques. Il a été viré parce que c'était le successeur de Ghosn, il a été viré parce qu'il ne s'entendait pas avec Sénard qui venait de Michelin, mais vous connaissez le truc, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? On lui a reproché un programme agile, donc étendu à tout Renault, qui avait été conçu avec des cols blancs amenés de l'extérieur, c'est-à-dire tous ces gens qui se surévaluent, qui venaient du BCG. Et dans les raisons qui expliquaient pourquoi on le virait, on a dit, voilà, c'est parce que ces gens-là décident en vase clos de ce qui est bon pour les autres et ne tiennent pas compte du savoir-faire des ingénieurs, du savoir-faire des gens qui sont là, qui font vivre l'entreprise et décident... il reste 3 minutes? Non, un quart d'heure. Non, il faut un peu plus de temps. Après, voilà, vous avez la pause, je vous ai donné les bouquins. Après, vous restez ou vous partez, vous faites comme vous voulez. Conséquence de ça, l'inefficace, c'est pas sans effet. Tout ça, on peut dire c'est rigolo, finalement, c'est pas très grave, on dépense des milliards, tout ça, c'est pas grave. Si, parce que pendant ce temps-là, on fait pas ce qu'il faudrait faire, donc on perd du temps. Et puis, surtout, on abîme les gens. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des trucs qui marchent pas, les gens, ils ont un peu moins envie la fois suivante de faire quelque chose. Et donc, on entretient la fameuse résistance au changement et on construit le truc dont on se plaint, qui est ce fameux désengagement des collaborateurs. Aujourd'hui, tous les RH sont sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on arrive à engager les collaborateurs? Si on arrêtait déjà de les désengager, ça pourrait peut-être faire quelque chose. Donc, ça, c'est le bouquin dont je ne vous parlerai pas, parce que je ne vais pas avoir le temps. Je vais sauter directement à ma conclusion. Je suis désolé pour ce retard-là. Voilà. Donc, Maya Bouvalet, de ce bouquin, elle parle des indicateurs et elle donne plein d'exemples pour expliquer les effets pervers des indicateurs. Et à la fin, on peut se dire, ouais, mais finalement, il y a beau avoir des effets pervers, vaut mieux un indicateur parfait plutôt que rien. Pas forcément, parce que quand on met en place un indicateur, en général, c'est parce qu'au niveau du management, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Et donc, on a besoin d'avoir un moyen de connaître ce qui se passe sur le terrain. Mais à qui on demande en général de remplir l'indicateur, et donc qui maîtrise l'indicateur? C'est les gens qui font. Et donc, qui est en mesure de truander l'indicateur? Les gens qui remplissent l'indicateur. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a reçu comme information? On a reçu une information qui est pire qu'avant, parce qu'avant, on savait qu'on ne savait pas. Maintenant, on croit qu'on sait, mais on utilise des informations qui sont pipotées. Et ça, il y a plein d'études qui montrent ça, comment l'être humain est super fort pour s'accommoder des indicateurs et pour arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'un indicateur, c'est une lampe torche. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Donc, ça va amener à se concentrer sur l'indicateur au détriment de l'objectif qui était censé être indiqué. On va regarder là où il y a la lumière. Un exemple qui est cité dans le bouquin de Maya Bouvalet autour de ça, c'est dans le domaine du social, donc accompagnement des chômeurs à retrouver un emploi. On se dit, les assistants, ils ne bossent pas assez, on les connaît, c'est les fonctionnaires un peu feignants, tout ça, on va leur mettre des indicateurs, on va leur mettre des objectifs donc de réinsertion. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Rationalité limitée des agents sociaux, ils se disent, ok, si je veux avoir ma prime, il faut que je remplisse mes indicateurs. Donc il faut que je réinsère des chômeurs. Avec quels chômeurs je vais travailler à votre avis? Avec ceux qui sont faciles à réinsérer. Mes indicateurs vont être bons. Je vais avoir ma prime. L'objectif, c'était quoi? L'objectif de réinsertion sociale, c'est pas de réinsérer les gens qui trouvent facilement du boulot, c'est d'aider les gens qui ont du mal à trouver du boulot. Et grâce à l'indicateur,
On fait exactement le contraire, et pourtant on a un indicateur qui est complètement performant dans sa logique interne. Ce genre de mécanisme-là. Si vous aimez ça, je vous conseille vraiment le bouquin de Maya Beauvalet, il y en a plein. Rendu là, on a un peu déconstruit plein de choses. On a perdu nos doudous, et on peut avoir cette idée que qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on pleure. Comment on fait? Parce que le monde reste effrayant, et puis on a enlevé nos moyens, nos illusions de certitude. L'idée, c'est un petit peu ce qui était évoqué dans la table ronde, c'est-à-dire que on a un monde de référence qui s'est construit depuis très longtemps, hein, par rapport à ta question de tout à l'heure. Pourquoi? Ça remonte à la pensée grecque. Donc c'est des choses, ça a plusieurs milliers d'années, cette façon de penser. Donc ça ne va pas s'en aller tout de suite. Et ce que tu évoquais, le fait que c'est 30 ans ou 40 ans, c'est juste une génération. Donc c'est la durée de vie d'une personne, c'est au-delà de ça pour renouveler. Donc c'est normal. Donc on était sur des modes de fonctionnement, on avait des décideurs, on avait des exécutants, on mettait des indicateurs pour savoir ce que les gens allaient faire, et puis entre les deux, on avait des courroies de transmission, c'est-à-dire on avait des managers. Et puis après, on rapportait aux managers qui rapportaient eux-mêmes aux décideurs, et puis voilà, on a fonctionné comme ça pendant quelques dizaines d'années. Ça, aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle la complexité. Je sais. On a commencé en retard, je garde mes 5 minutes. Donc comment décider quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas? Compliqué. Autre phénomène, les conséquences de nos actions sont difficilement prédictibles parce que le monde bouge beaucoup, parce qu'on a une interaction, parce que ça va très vite. Et donc comment agir, comment exécuter quand je ne connais pas les conséquences de mes actes? Ça devient difficile de fonctionner dans le système de gauche. Et donc on va fonctionner dans un autre système. Un autre système qui va demander de savoir percevoir dans la complexité, de savoir agir avec agilité, de savoir s'arrêter pour apprendre ensemble. Et donc l'idée, c'est que face à ce management qui produit de l'absurde, qui est décrit dans tous ces bouquins-là, il faut s'armer d'autres choses, d'autres modèles, à la fois de pensée et de fonctionnement pour exister. J'avais commencé avec une citation d'un philosophe, donc j'aurais juste terminé aussi sur une citation d'une philosophe, Hannah Arendt, qui dans son travail sur The Human Condition distingue deux types de travail. Elle distingue le labor et le work. Le labor, c'est ce qu'on doit faire, selon elle, par notre condition animale. On doit travailler parce qu'il faut se vêtir, parce qu'il faut nourrir, parce qu'il faut se chauffer, parce qu'il faut s'abriter. Voilà, il faut faire ça, c'est pas forcément épanouissant. Et à côté de ça, l'homme a la possibilité de faire ce qu'elle appelle du work, c'est-à-dire un travail où on va donner de la finalité. Moi j'habite à Carnac, je ne sais pas si vous connaissez Carnac, les menhirs, tout ça. Il y a chez moi un musée de néolithique et on trouve dedans des outils qui datent de plusieurs milliers d'années, 6000, 7000 ans. Des outils, des haches, des pointes de flèches. Ces objets-là sont magnifiques. Ces objets-là sont travaillés. Il n'y a aucune utilité pratique à faire que ces objets-là soient jolis. Mais déjà, ces gens-là faisaient du work. Ils mettaient de l'intention, ils mettaient de la finalité, ils mettaient quelque chose en plus qu'on appelle de l'humanité. Et là, ma conclusion, c'est de dire que une transformation agile, c'est peut-être amener cette petite dose d'humanité qui nous permet de passer du labor, le truc qui n'a pas de sens mais qu'il faut faire, au work, amener une finalité, amener de l'esthétisme et amener de l'humanité. Merci beaucoup et désolé d'avoir un petit peu dépassé.